Merci Jean-Marie Guillon d'être avec nous ce soir pour ce quatrième rendez-vous de l'année. Merci à vous tous, cher public, pour votre intérêt et votre fidélité. Comme d'habitude, nous avons élaboré un programme en prise directe avec l'actualité qui est là, une fois de plus, pour nous rappeler, mais nous le savions déjà, que les idées sont une affaire de vie ou de mort. Je remercie Jean-Marie Guillon d'avoir choisi le sujet de nation et nationalisme en ces temps de ténébreuses incantations autour de la notion de nation. Mais avant de donner la parole à Alain Duplex, qui va se faire un plaisir de vous le présenter, je ne résiste pas au plaisir de vous lire un petit texte de Michel Serres dans lequel chacun de nous pourrait se reconnaître et qui serait peut-être l'exemple même de ce que nous aimerions être l'exception française. Michel Serres donc. De naissance et de langage, j'appartiens à la Gascogne, en France. D'apprentissage, aux langues grecques gréco-latines, de culture archaïque et dans ma nuit charnelle retrouvée, aux ibéro-celtiques errants dans la forêt, les arbres et les pierres levées. De langue artiste, à l'âge classique, de religion ancestrale, à ces cathares qu'un génocide encore éradiqua. D'activité professionnelle aux universités de l'Ancien et du Nouveau Monde. Pour le divertissement du corps, j'appartiens à l'alpinisme ou au rugby. De goût au Québec, de pathétique à l'Afrique, de fascination à l'Asie, au tiers-monde. Voulez-vous vraiment le compte encore ouvert des équipes dont je porte et défendrai le maillot? Michel Serres. Merci pour votre attention. Alors, Jean-Marie Guillon, que tout le monde connaît, que beaucoup connaissent ici. Avec Jean-Marie Guillon, donc le CML accueille ce soir un historien de la Provence contemporaine. C'est un champ d'intérêt qui, sans nul doute, lui vient de ses racines, qui puise dans le centre-Var, dans le monde rural du centre-Var. Alors, s'étant destiné d'abord à l'histoire, et dans la foulée de sa agrégation, il entreprend d'abord une carrière plutôt classique dans l'enseignement secondaire en région toulonnaise. Mais dans sa trentaine, il a envie d'en faire plus et se lance dans un doctorat d'État avec une thèse sur la résistance dans le Var. Peut-être en raison d'un certain rôle qui y a été joué à cette époque dans sa famille. Et c'est ainsi qu'il va devenir un spécialiste des années 40, en même temps que de la Provence contemporaine. Dans les années 90, il est professeur des universités, par conséquent, à Aix-Marseille, et à ce titre, il exerce également une fonction de chercheur, comme le veut le statut des professeurs d'université. Quand on est professeur d'université, on est en même temps chercheur, et il dirige donc des unités de recherche, des labos, des thèses. Et il va alors très vite se trouver en contact avec le CNRS, ce très important organisme de la recherche publique, typiquement français, 33 000 personnes, 11 000 chercheurs, 3 milliards d'euros de budget, et organisme qui entretient une collaboration étroite avec les universités. Notre ami Jean-Marie va ainsi combiner des activités université et CNRS, et par exemple dans des UMR, des unités mixtes de recherche. Il va notamment en diriger une très importante, la plus importante de France après celle de la région parisienne, et dont le nom TELEM, T-E-L-E-M-E, évoque bien toute l'ample activité, puisque cet acronyme signifie temps, espace, langage, Europe méridionale et Méditerranée. Vous voyez le programme. Parallèlement, il œuvre au sein des comités nationaux de l'université et du CNRS, lesquels ont notamment pour mission de recruter les chercheurs et également d'évaluer les travaux au plan national. C'est ainsi qu'au CNRS, en 2008, il va être élu président national de la section 33, celle qui est en charge des sciences humaines et sociales. À côté de cela, à titre plus personnel, bien entendu, Jean-Marie écrit de nombreux articles et participe à des livres, et on peut en relever sur Internet plus de 300 publications sur des questions très variées.
comme par exemple le rôle des ménagères dans la résistance, la bauxite varoise, la communauté naturiste de l'île du Levant, les droites à Toulon, le panthéon provençal à travers les noms de rues, etc. etc. Parmi les livres, je cite simplement 2 titres. Les historiens et l'avenir, comment les hommes du passé imaginaient leur futur. Et aussi Paul Ricard et le vrai Prestis Massé. Donc un historien éclectique et curieux, par conséquent, qui nous a fourni une quantité de lectures enrichissantes et dont les références sont à retrouver sur Internet simplement en tapant Jean-Marie Guillon. Alors aujourd'hui, Jean-Marie est professeur émérite, c'est-à-dire retraité. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il continue, je crois, à superviser des thèses. Il est responsable scientifique de Repères Méditerranéens. Repères Méditerranéens, c'est un site Internet où l'on retrouve des reportages FR3 sur la région dans tous les domaines, culturels comme économiques, qui a le label du Conseil régional. C'est un site très bien fait, vraiment à consulter. Voilà, il est temps que nous lui laissions la parole sur ce thème nation et nationalisme, dont le lien est évidemment fort avec le terroir auquel il est tant attaché, et dont les appuis historiques seront utiles à éclairer notre avenir. Merci Alain pour cette présentation. Ça va? C'est bon? C'est bon. Approche un peu. 2 cm. Un peu plus. Voilà. Est-ce que ça va? Ah, il est peut-être ouvert. Si, c'est ouvert. Si, c'est bon. C'est mieux là. Est-ce que vous entendez? Ça va? Non, il y a un problème. Attends. Non, mais je prends le micro. Non, mais Ah, d'accord. Mais alors, là, il y a un problème de contact. Voyons, non. Ça marche. La dernière fois, ça qui est pareil. Et sinon, je prends le. Si l'autre convient. Ça marche pas. Celui-là fonctionne, mais je me méfie toujours de mes gestes. C'est pour ça que j'hésitais, je préférais le fixe. Donc, peu importe. Écoutez, merci d'abord de cette présentation. Merci Alain. Trop. Mais en même temps, évidemment, le sujet dont je vais vous parler, il est très lié à mes propres activités de recherche et notamment à la connaissance que j'ai de la France des années 40. Vous le comprenez bien. Alors, je ne pensais pas, en proposant il y a plusieurs mois ce sujet au Collège Méditerranéen de la Liberté, qu'il prendrait une telle actualité, et en particulier une actualité qui est à la fois dramatique, tragique, martiale, et par bien des aspects inquiétants. Certes, il ne m'avait pas échappé que nous serions à peu de jours de certaines élections. Et donc, je savais bien que je n'étais pas tout à fait en dehors de l'actualité. Et pas à ce point, évidemment. Les élections ne sont pas le seul motif du choix de ce sujet. Plus sérieusement, il est évident que depuis maintenant une trentaine d'années, nous assistons, en particulier en Europe, à une résurgence de nationalismes divers, en France bien entendu, mais également dans l'Europe ex-communiste. On a vu combien l'effondrement du système soviétique avait libéré ce qui ne peut qu'inquiéter, sur lequel peut-être on reviendra. On a vu tout récemment qu'en Catalogne et qu'en Écosse, des mouvements indépendantistes prenaient une certaine ampleur. Et puis, il y a toujours dans le reste du monde non européen des mouvements nationalistes extrêmement divers. Bref, la question nationale, qui n'a jamais perdu tout à fait de son actualité, a retrouvé depuis ces années-là un regain de cette actualité. Ça, c'est la première raison, évidemment, à la proposition de sujet. Et puis, il y a une deuxième raison. Ce qui me frappe, c'est combien les notions, ces notions qui paraissent banales, sont en fait mal définies, floues, et dont l'usage
parfois m'irritent profondément, en particulier l'usage du mot nationalisme. J'y reviendrai. Alors, je vais organiser cette causerie en espérant ne pas être trop long sur un sujet qui est évidemment considérable, autour de 4 questions simples, que je ne traiterai pas de façon égale, tout à fait. Qu'est-ce que la nationalité? Qu'est-ce que la nation? Qu'est-ce que le nationalisme? Qu'est-ce que le patriotisme? Vaste programme, vous le voyez. Très rapidement sur la nationalité. Très rapidement parce que la littérature est abondante et on peut trouver à alimenter la réflexion assez aisément. Vous comprenez bien que pour un historien, il n'y a pas d'essence nationale. Il n'y a pas d'éternité nationale. Tout est construction historique. Par suite de phénomènes qui sont des phénomènes toujours contextualisés. Donc la nationalité est une construction historique qui se forge en même temps que se forge, ce sur quoi je vais revenir après, qui est l'État-nation. La nationalité, par conséquent, comme les nations, sont une construction qui, pour l'historien, sont récentes, c'est-à-dire qu'elles datent du XIXe siècle. Et si vous en voulez une preuve, si cela vous étonne, eh bien, on la trouvera, par exemple, dans le fait que la nationalité n'apparaît pas avant la fin du XIXe siècle dans les dictionnaires. On trouve le mot, par exemple, sous la forme suivante, en 1823. Les Français n'ont point de nationalité. C'est vous dire combien les choses ne sont pas fixées et comment elles se fixent au fur et à mesure que la construction de l'État-nation, dans le courant du XIXe siècle, amène progressivement à faire la distinction entre les nationaux et les étrangers. Mais ça ne s'est pas fait d'un coup. Lorsque la Révolution française s'occupe de définir plus une citoyenneté qu'une nationalité, elle l'ouvre aux étrangers résidant en France sous certaines conditions. D'ailleurs, dans les recensements réguliers qui sont mis en place tous les 10 ans à partir de 1801, le recensement des étrangers ne commence qu'en 1851. Et il n'y a pas de passeport. Ou plus exactement, les passeports existent, qui sont des passes-ports, qui est quand même significatif, aussi bien pour les nationaux que pour les étrangers, qui ont tous besoin pour circuler de ces documents. Et le passeport en question, qui concerne donc les uns et les autres sans distinction, est même supprimé en 1874 et n'est rétabli pour des raisons évidentes pour les étrangers qu'au tout début de la guerre de 1914. Cette distinction entre nous et les autres, nationaux et étrangers, elle est constitutive de quelque chose qui est aussi une construction liée à l'État-nation, qui est la construction de la frontière telle que un certain nombre d'entre nous l'ont connue, qui est la frontière ligne, qui sépare, qui coupe. Mais cette frontière ligne, elle est mise en place extrêmement progressivement et en fin de compte, plutôt à la fin du XIXe siècle, pour réguler les flux, plus de marchandises d'ailleurs, que de population. Et à ce moment-là, cette frontière ligne remplace une frontière contact et coupe par conséquent des circulations d'hommes qui étaient des circulations extrêmement anciennes. Un exemple très simple, tous ceux qui connaissent les Alpes savent très bien que la délimitation à ce moment-là de la frontière italienne a séparé les zones d'alpage de certaines des localités de part et d'autre de la frontière. Donc vous voyez que cette construction progressive fige par conséquent des identités. Ces identités, le texte principal, vous le savez, c'est la loi sur la nationalité, qui est longuement discutée au début de la Troisième République,
et qui aboutit à la législation de 1889, qui revient d'ailleurs sur le Code civil napoléonien en faisant prévaloir le droit du sol sur le droit du sang. C'est-à-dire que sont français, certaines conditions, les enfants d'étrangers nés en France, si leurs parents sont nés en France, c'est le double droit du sol. Alors, les raisons, bien sûr, il y a des raisons très particulières, très matérielles. La France est en déclin démographique et a besoin de main-d'œuvre, alors que son industrie, ses activités sont en pleine expansion. La France a besoin de soldats parce qu'elle est en déclin démographique et que dans le cas des États-nations, il y a une rivalité, vous le savez, entre la France et ses voisins. Mais il ne faut pas s'arrêter simplement à ces motivations. Derrière ce Code de la nationalité de 1889, il y a fondamentalement une philosophie qui est que la nation ne repose pas sur les origines ethniques, ethno-culturelles des individus, mais qu'elle repose sur la volonté de ces individus, explicite par la naturalisation ou implicite, d'être français. La nation n'est pas, par conséquent, une ethnie ou une race, comme on disait à l'époque. Et la loi de 1927 sur la nationalité va encore faciliter l'accès à la nationalité française en ouvrant les naturalisations. Et je reviendrai tout à l'heure sur le retour en arrière que constitue le régime de Vichy, qui dénaturalise un certain nombre de ces personnes qui ont acquis la nationalité française depuis 1927. Ce que je voulais simplement vous dire par là, en commençant sur ce point, c'est combien ce qui nous paraît évident, quasiment immuable, fixé dans le marbre, ne l'est pas, autant que l'on peut le croire, et en tout cas ne l'est pas depuis aussi longtemps que l'on peut le croire. Deuxième question, qu'est-ce que la nation ? Qu'est-ce que la nation ? C'est le titre d'une conférence fameuse d'Ernest Renan en 1882. Que Ernest Renan, qui est un des plus grands intellectuels de son époque, intellectuel, républicain, mais conservateur, pose cette question-là, c'est dire combien les bases de la nation restent à cette époque-là sujets à discussion et sont en quelque sorte floues. Il faut relire cette longue conférence de Renan, qui est certes datée, il faut remettre dans son contexte, et qui n'est pas sans intérêt. Quelques citations. Renan commence par dire « Je me propose d'analyser avec vous une idée, claire en apparence, mais qui prête au plus dangereux malentendu. » Il dit beaucoup mieux que moi ce que j'ai essayé de dire en introduction. « De nos jours, autre citation, on commet une erreur plus grave. On confond la race, alors la race entendait la culture, car le mot race à cette époque-là, jusqu'au milieu du XXe siècle, est d'usage non forcément racialisé. On confond la race avec la nation et l'on attribue à des groupes ethnographiques, ou plutôt linguistiques, une souveraineté analogue à celle des peuples réellement existants. Et là est le point fondamental, parce que c'est le point qu'il va développer ensuite sur les deux conceptions de la nation. La nation, pour Renan, et vous l'avez vu dans sa phrase d'introduction, est, je cite, un résultat historique, c'est ce que je disais, c'est une construction historique, ce n'est pas un donné, une essence éternelle, un résultat historique, je cite, amené par une série de faits convergents dans le même sens, c'est ce qui s'appelle, je répète, une construction historique. Et Renan, dans cette conférence, continue en critiquant la conception ethno-culturelle de la nation, qui est la conception allemande de la nation, par notamment cette phrase, cette considération exclusive de la langue comme soubassement de la nation a ses inconvénients et ses dangers.
comme l'attention trop forte donnée à la race. Quand on y met de l'exagération, on se renferme dans une culture déterminée, tenue pour nationale. On se limite, on se claque-mur, on quitte le grand air qu'on respire dans le vaste champ de l'humanité pour s'enfermer dans des conventicules de compatriotes. Et là, cette avidité, vous voyez que c'est intéressant comme texte. Et là, Renan renoue avec ce que j'évoquerai tout à l'heure, c'est-à-dire la tradition romantique et révolutionnaire de la nation, mais j'y reviendrai. Et il termine sa conférence par ce qui est le plus connu, l'existence d'une nation, pardonnez-moi cette métaphore, est un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie. Les nations ne sont pas quelque chose d'éternel, elles ont commencé, elles finiront, la Confédération européenne probablement les remplacera. Vous voyez que ce texte méritait d'être repris et mérite d'être repris car il n'est pas sans intérêt. Ce texte, cette conférence de Renan, elle vient à la suite de discussions que les intellectuels français de l'époque ont avec leurs homologues allemands. Et en particulier, Renan a une longue correspondance avec l'un de ses collègues allemands qui s'appelle Strauss, à qui il écrit entre autres dès le 15 septembre 1871, mais le 15 septembre 1871, vous voyez à quelles circonstances historiques cela renvoie. Vous avez levé dans le monde le drapeau de la politique ethnographique et archéologique en place de la politique libérale. Cette politique nous sera fatale. Nous sera fatale. S'il y a prescience, sans doute ne l'avait-il pas au point où les hommes du milieu du XXe siècle ont pu l'expérimenter. Évidemment, cette réflexion de Renan, ces réflexions de Renan, les réflexions d'un historien qui s'appelle, tout aussi conservateur d'ailleurs, qui s'appelle Fustel de Coulanges, au même moment, pourquoi viennent-elles à ce moment-là? C'est à cause de la défaite de la France en 1871 et de l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Jusque-là, la définition de la nation était restée dans une assez grande confusion, mélangeant le principe ethnographique, comme dit Renan, et le plébiscite de tous les jours. C'est-à-dire qu'était mélangé la nation héritage, poids de l'histoire, des origines, et la nation comme choix politique, comme volonté politique issue de la Révolution française. Mais l'annexion de l'Alsace-Lorraine remet tout en cause. Parce que si la nation repose sur des bases ethnographiques, alors l'Alsace-Lorraine sont allemandes, comme le disent les Allemands. Mais si l'Alsace-Lorraine repose, l'appartenance de l'Alsace-Lorraine à la nation française repose sur la volonté politique, c'est-à-dire sur le choix fait par les Alsaciens lorrains en 1790, comme les Avignonnais et les Vauclusiens, entre nous soit dit, d'être rattachés à la France. Alors, la nation ne repose pas sur des bases ethno-culturelles, mais elle repose sur l'adhésion libre d'individus libres, qui sont les individus bénéficiant des droits inaliénables, c'est-à-dire les droits de l'homme et du citoyen. La Révolution française établit, évidemment, cette conception de la nation et de la souveraineté populaire, parce qu'à la base, il y a la liberté des individus, les hommes libres de leurs choix, de leurs engagements, de leur identité, et les peuples libres également de leur identité, parce qu'ils sont l'agglomération de ces individus libres. Et évidemment, face à cette nation choix politique, s'oppose la nation poids du passé, celle qui privilégie le droit du sang, c'est-à-dire la conception allemande, sur le droit du sol. Alors je sais que cette distinction position française, position allemande a été souvent critiquée, parce qu'en France, nous avons, notamment dans des milieux que je connais bien, une tendance assez naturelle à l'autodénigrement systématique et au soupçon systématique. Alors,
de grâce, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a bien deux oppositions, deux conceptions opposées. Et le débat que j'ai évoqué l'exprime, me semble-t-il, clairement. Au moment où Renan fait sa conférence, c'est le moment où les républicains sont majoritaires dans cette Troisième République qu'ils avaient créée en 1870, mais qui leur avait échappé pendant 10 ans. C'est le moment où la majorité est républicaine, véritablement. C'est le moment où la nation républicaine, la nation choix, se dote des symboles nationaux que nous connaissons, qui sont hérités le plus souvent de la Révolution, mais qui désormais sont fixés. Le drapeau, le tricolore, l'hymne national, la devise républicaine, 1879, date évidemment de ce moment-là, comme date de ce moment-là, la diffusion de ce qui est une marque de ce régime républicain, c'est-à-dire le refus d'être incarné par une personne, le refus du pouvoir personnel, et le choix d'être incarné par une allégorie, qui est l'allégorie de la République, et en général le buste de Maria. Cette conception qui vient de la Révolution et dont j'ai dit que pendant longtemps, jusqu'en 1870, elle était effectivement assez floue, elle a été portée tout le XIXe siècle par le parti du mouvement, c'est-à-dire la gauche. Le national au XIXe siècle est à gauche. Le principal journal d'opposition à la monarchie de Juillet s'appelle Le National. Et en 1848, la révolution de 1848 est tout à fait claire sur ce point. Mais auparavant, Victor Hugo, ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. Les patriotes que célèbre Hugo, mais ce ne sont pas des soldats morts sur la frontière. Ce sont les patriotes des barricades de 1830, morts pour la nation républicaine et tués par des balles françaises. Si vous avez l'occasion d'aller à Marseille, vous avez certainement l'occasion d'aller à Marseille, sur le plateau Longchamp, essayez de repérer la statue de Lamartine. Vous avez une statue de Lamartine sur le plateau Longchamp. Cette statue de Lamartine, elle a été érigée en 1871, ou un petit peu après, je peux vérifier la date, et vous lirez sur le socle l'inscription. Je vous la lis. Et pourquoi noyer et mettre entre les races ces bornes ou ces eaux qu'aborde l'œil de Dieu? De frontières au ciel, voyons-nous quelques traces? Sa voûte a-t-elle un mur, une borne, un milieu? Nation, mot pompeux pour dire barbarie. L'amour s'arrête-t-il ou s'arrêtent vos pas? Déchirez ces drapeaux, une autre voix vous crie, l'égoïsme et la haine ont seul une patrie, la fraternité n'en a pas. C'est à Marseille. La statue a été reconstituée en 1946 et inaugurée en 1946. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, à Marseille comme ailleurs, on mette sur le socle de la statue de Lamartine ce que je viens de vous lire. Ne vous trompez pas, Lamartine n'est pas anti-patriote. Lamartine simplement répond à la revendication de poètes allemands et d'intellectuels allemands qui revendiquent le Rhin comme une frontière, et Lamartine leur dit « il n'y a pas véritablement de frontière entre nous,
il est dans cette conception de la nation qui marque la tradition républicaine, qui fait que la nation n'est pas une fin en soi, mais qu'elle est une étape dans la construction de l'humanité. Et même Lamartine, vous le savez, l'un des leaders de la Révolution de 1848, le 25 février, en pleine tourmente révolutionnaire, sera celui qui, aux insurgés préconisant le drapeau rouge, leur dira « c'est le drapeau tricolore qu'il faut choisir, car le drapeau rouge que vous rapportez n'a jamais fait que le tour du champ de Mars traîné dans le sang du peuple en 91 et en 93, et le drapeau tricolore a fait le tour du monde. » Le tour du monde, c'est cette idée de la nation qui est dépassée, qui est une étape dans la construction de l'humanité, avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. Cette conception de la nation, tout à fait romantique, effectivement, qui sera abhorrée par Charles Maurras et les nationalistes, vous l'imaginez, elle va effectivement perdre sa substance dans la deuxième moitié du XIXe siècle, mais elle est encore portée par Jean Jaurès, par exemple. Jean Jaurès, c'est notamment, il n'y a que 3 manières d'échapper à la patrie, à la loi des patries. Ou bien il faut dissoudre chaque groupement historique en groupement minuscule, sans lien entre eux, sans ressouvenir et sans idée d'unité. Ce serait une réaction inepte et impossible. Ou bien il faut réaliser l'unité humaine, par la subordination de toutes les patries à une seule. Ce serait un césarisme monstrueux, un impérialisme effroyable et oppresseur. Ce n'est donc que par la libre fédération de nations autonomes, répudiant les entreprises de la force et se soumettant à des règles de droit, que peut être réalisée l'unité humaine. Et c'est évidemment ce Jean Jaurès, dont vous connaissez tous la citation célèbre, mais pas toujours bien comprise, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme y ramène, un peu de patriotisme éloigne de l'international, beaucoup de patriotisme y ramène. Cette conception de la nation, je l'ai dit, elle est propre à un courant qui persiste en France, et nous le verrons encore par la suite, même au XXe siècle, mais il est certes sûr que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, un retournement se produit. Et ce retournement, il est dû à plusieurs éléments. D'abord au fait que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire la nation comme choix, est contaminé par la nation ethno-culturelle, la nation héritage, poids du passé. Cette confusion, elle éclate au moment de la paix de Versailles, en 1918, ou pour les meilleures raisons du monde. Sous l'impulsion de divers courants et de divers hommes d'État, et notamment du président américain Wilson, avec ses fameux 14 points, il est décidé de constituer en Europe des États sur, je cite, des frontières clairement définies, des frontières lignes clairement définies. Or, le résultat, ça a été, vous le savez, l'émiettement de l'Europe, des rivalités territoriales et un problème majeur qui va en grande partie favoriser la montée du nazisme, c'est-à-dire le problème des minorités. Cette conception va entraîner des massacres, l'un des premiers d'ailleurs étant le massacre des Arméniens, transformé, pour ceux qui y réchappent, en apatrides, pour lesquels on va créer un passeport particulier pour leur donner une identité, une règle. Il va entraîner des échanges de population qui sont des échanges absolument massifs, ou bien des acculturations absolument brutales. Je vous livre une citation d'un très bon connaisseur à l'époque des Balkans,
essayiste, historien. Il s'appelle Albert Mousset, il n'est pas très connu. En 1933, tirant le bilan de cet émiettement de l'Europe et de cette victoire, en quelque sorte, du principe des nationalités, de la nation ethno-culturelle, avec l'expérience qu'il a de l'Europe centrale et l'orientale, voici ce qu'il écrit. On entend par nation un groupement d'hommes réunis par une même erreur sur leur origine. C'est-à-dire que chaque nation, vous le comprenez bien, invente ses mythes, le mythe des origines, et un mythe qui puise évidemment le plus possible dans l'Antiquité, qui est une construction imaginaire. Un groupement d'hommes réunis par une même erreur sur leur origine, et c'est tout aussi important, une commune aversion à l'égard de leurs voisins. L'autre facteur qui trouble le jeu, en quelque sorte, c'est la montée du nationalisme. Alors, qu'est-ce que le nationalisme? Je suis toujours irrité par l'emploi inconsidéré qui est fait en France de ce mot, où on l'échange comme s'ils étaient équivalents avec patriotisme. Les nationalistes peuvent être patriotes. Ils peuvent être aussi des collabos. Les patriotes ne sont pas tous nationalistes. Et la distinction, me semble-t-il, est fondamentale, mais j'y reviendrai. Cette confusion du vocabulaire, dans les sciences humaines, y compris, notamment en histoire, elle vient en grande partie de l'influence de la langue anglaise, où le mot nationalisme, qui apparaît d'ailleurs avant la France, a comme acception le sentiment national, c'est-à-dire tout à fait autre chose. En France, le mot nationalisme, il est très tardif. Il apparaît simplement dans le Larousse de 1874 comme chauvinisme, ou bien résultat du principe des nationalités. Il est absent du Littré de 1876. Et celui qui nous en donne l'origine du nationalisme, je ne peux pas prendre de meilleures ressources, c'est Charles Maurras, qui nous dit ceci: pour connaître une chose, il faut savoir le sens du mot qui la désigne et l'origine de ce mot. Je ne peux qu'être d'accord. Deux candidats nationalisme, c'est Maurice Barrès, qui détourna nationalisme de son sens européen, c'est-à-dire de ce sens lié aux jeunes nations issues du principe des nationalités. Il le fit dans un article qui est paru au Figaro sous ce titre, La querelle des nationalistes et des cosmopolites. Et l'opposition nationaliste-cosmopolite est extrêmement intéressante. Qu'est-ce que c'est qu'un nationaliste pour Maurras comme pour Barrès? C'est pas compliqué. C'est quelqu'un qui place l'intérêt national au-dessus de tout. Et ce qui va cristalliser le nationalisme en idéologie d'extrême droite dans les années 1890, c'est l'affaire Dreyfus, où l'on a vu clairement cet intérêt national supposé incarné par une partie de l'armée, opposé au principe de justice qui permettait de condamner cet intérêt national un homme, même s'il n'était pas coupable. De toute façon, peu importe, pour un Maurice Barrès qui écrit que Dreyfus est capable de trahir, pas que Dreyfus est trahi, que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de ses origines. Le nationalisme, c'est donc l'intérêt national mis au sommet de toute chose. La conception, par conséquent, d'une nation close, refermée sur elle-même, distinguée des autres, bien entendu. C'est la France aux Français. La France aux Français, c'est le slogan lancé par Drummond, Édouard Drummond, la France juive, auteur de la France juive, l'un des inventeurs du racisme et de l'antisémitisme, qui sont aussi des choses de racisme racial, disons, récent, qui date de ce moment-là.
la France français, par conséquent, caractérise, c'est le mot de ralliement du nationalisme de l'époque, c'est la sacralisation du passé et de la tradition, réaction d'abord, dit Maurras, politique d'abord, réaction d'abord. C'est évidemment le droit du sang prévalant sur le droit du sol, parce que, dit Barrès, nationalisme est acceptation d'un déterminisme. Le déterminisme, c'est le poids de la terre et des morts. Autrement dit, dans cette conception, la communauté nationale, supérieure à l'individu, aliène, évidemment ça c'est moi qui le dis, l'individu qui n'est pas libre de choisir une autre identité. Et celui qui refuse cette identité-là, assignée par les origines, est forcément un traître, à moins, bien entendu, qu'il ne s'agisse d'un cosmopolite. Nous sommes les prolongements de nos morts, dit Barrès dans Scènes et doctrines du nationalisme en 1902. Le paradoxe, d'ailleurs, c'est que les mêmes qui se prévalent de la tradition française reprennent en fin de compte le principe de nationalité tel que les Allemands l'avaient défini et qui s'opposait à la conception française. Pour le nationalisme, l'ennemi est à l'extérieur, mais il est surtout à l'intérieur. Puisque le ressort du nationalisme, ce qui motive en quelque sorte, c'est la peur. Les peurs. La peur de la décadence. La peur du déclin. Le déclin, la décadence, c'est un thème omniprésent dans la propagande nationaliste de l'époque. C'est la peur de l'autre, évidemment de l'invasion, et d'une invasion qui est le fait de ceux que l'on appelle depuis peu, depuis que l'on a défini étrangers nationaux, de ceux que l'on appelle des immigrés. C'est la peur de la modernité, c'est la peur de la ville, c'est la peur du progrès, c'est le refus évidemment de ce qui caractérise pour eux les idées les plus nauséabondes, qui sont celles du siècle des Lumières. C'est la raison pour laquelle ce qu'ils préconisent, c'est le retour au passé et aux traditions, c'est le repli derrière des frontières, et c'est évidemment le protectionnisme. L'obsession, c'est d'épurer la nation. Pour Maurras, qui a trois ennemis, il appelle ça les R. L'ennemi, c'est la réforme protestante, on n'ira pas. La révolution et le romantisme. Mais le romantisme, vous avez compris pourquoi. Le romantisme, Lamartine, Hugo, ne lui sied pas. Il faut épurer la nation de 4 États confédérés, c'est son expression, dans l'Action française de 1900. Ces 4 États confédérés, c'est le protestant. Parce que le protestantisme, ce sont les anglo-saxons. Et les anglo-saxons, c'est vraiment, certainement, la nation la plus condamnable à ses yeux, puisqu'elle est très liée à ce qu'il rejette, la réforme, bien entendu, la franc-maçonnerie, nous y reviendrons, le capitalisme, certaines formes de modernité. Il faut épurer la nation des francs-maçons, parce qu'ils sont d'origine étrangère, anglo-saxonne, et parce qu'ils ont colonisé la nation française. C'est la République, c'est la Révolution. Il faut épurer la nation des métèques, c'est l'expression qu'il emploie, c'est-à-dire des étrangers. Et il faut épurer la nation, bien entendu, des juifs qui, en quelque sorte, cumulent toutes les tares de tous les autres. Il faut, ça serait l'idéal des nationalistes, il faudrait faire de la nation une race.
et une race au sens racialiste de l'époque. Le grand problème, c'est que la France ne se résout pas à être une race, de par même ses origines, et que les nationalistes d'entre eux ne s'accordent pas tout à fait. Barrès abhorre les méridionaux. Ah, les provinces du nord et de l'est, ça, c'est la France. Méridionaux. Et Maurras, qui est né à Martigues, évidemment, est plutôt tourné vers la Méditerranée, certes la Méditerranée classique. D'ailleurs, il a été ravi d'aller en Grèce, il a assisté aux Jeux Olympiques, et il y a des textes à ce propos qui sont magnifiques, les lettres qu'il fait d'Athènes, parce qu'il dit « Je suis allé aux Jeux Olympiques », il n'était pas très sportif, l'assaut, c'est pas une tare, ça. Je suis allé aux Jeux Olympiques sans passion, étant très inquiet de ce mélange de population. Et j'en suis retourné enthousiasmé, parce que j'ai compris que les nations existaient, que la lutte entre les nations existait. Je suis revenu encore plus nationaliste que je l'ai. Ça, c'est une réflexion pour le monde sportif, mais bon. Bien entendu, le nationalisme abhorre la démocratie et ne se conçoit qu'avec un État fort, qui est aussi une obsession. Et cet État fort, qui doit régénérer le pays, un pays qui est en déclin. L'un, Barrès, le voit plutôt dans une république autoritaire, dirigée par un César. Maurras, lui, penche nettement pour la monarchie. Pour lui, il n'y a que le roi qui compte. Mais de toute façon, cet État fort doit permettre de faire vivre la nation dans le concert des nations, un concert qui est conçu selon les principes du darwinisme social. Le darwinisme, c'est la lutte des espèces. Le darwinisme social et le nationalisme, c'est la lutte des nations, et par conséquent, que le meilleur, c'est-à-dire que le plus fort, gagne. La guerre de 1914 n'est pas tant issue, comme on l'a cru, et notamment comme on l'a cru à gauche, de la modernité capitaliste. Mais elle est issue, si j'en suis un excellent historien qui s'appelle Arnaud Mayer, dans un ouvrage remarquable qui s'appelle « La persistance de l'Ancien Régime », par l'imprégnation nationaliste et réactionnaire de l'ensemble des élites, et notamment des élites allemandes et austro-hongroises, de l'Europe d'avant 1914. Le nationalisme, on va en voir des résurgences dans l'entre-deux-guerres, je ne vous le fais pas dire. Et là, le débat qui a opposé d'ailleurs les historiens entre eux et qui s'opposent toujours entre eux, c'est le débat de savoir si le fascisme est en quelque sorte un greffon du nationalisme ou bien s'il est une droite très particulière. Et à ce débat se greffe celui de savoir quel rôle la France a joué dans l'élaboration du nationalisme. Là, je vous renvoie aux travaux d'un historien israélien non nationaliste qui s'appelle Zev Sternel, qui est l'un des meilleurs connaisseurs des idées de cette droite nationaliste née en France dans les années 1890 et que je n'ai fait que trop brièvement évoquer. Il parle de droite révolutionnaire. Je le suis sur certains points, je le suis moins sur d'autres. Pour moi, c'est une droite contre-révolutionnaire. Il fait de la France le véritable creuset du fascisme parce que cette droite a essayé de se greffer sur le peuple, sur ce peuple auquel elle veut absolument avoir recours par voie de référendum, comme si c'était le nec plus ultra de la démocratie. Et ça mérite évidemment réflexion. C'est une chose que les républicains ont toujours refusée. Et cette greffe, d'après lui, a donné lieu à la conjonction qui va faire naître le fascisme après la guerre de 14. Il sous-estime certainement le poids de la Première Guerre mondiale. Mais bref, sachez qu'il y a là un débat qui n'est pas inintéressant. Ce qui est sûr,
c'est que la pensée nationaliste française, élaborée autour de Maurras principalement et de Barrès, a une influence considérable sur les nationalismes européens, notamment en Italie, notamment en Europe centrale et orientale, notamment au Portugal de Salazar et quelque peu également en Espagne. Alors, nationalisme et patriotisme, et ça sera mon dernier point en espérant n'avoir pas été trop long. Il arrive qu'en histoire, on est en quelque sorte des laboratoires. Certes, l'histoire ne se répète jamais, c'est évident. Elle donne matière à réflexion. Entre 1940 et 1944, les nationalistes ont été au pouvoir en France. Le régime de Vichy, je l'ai suffisamment étudié pour en comprendre toute la complexité, et je peux vous faire une conférence là-dessus. Il n'empêche que le régime de Vichy est fondamentalement un régime inspiré des doctrines nationalistes, maurassiennes d'une part, et des autres variantes du nationalisme. Le régime de Vichy, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est une dictature. Il y a pire, c'est une dictature. Claude Bourdet avait une expression pour ça, j'essaie de m'en souvenir. Il disait il y a de petits dictateurs comme de petits bourgeois. C'est à peu près, en substance, c'est à peu près ça. Mais c'est un État autoritaire autour d'un chef, bien entendu, puisqu'il faut toujours une incarnation, qui fait une révolution nationale et qui est en fait une contre-révolution, qui revient sur une partie de ce qui caractérise la démocratie, et notamment l'élection, qui revient sur ce qui structurait le corps social pour établir ce vieux rêve de retour au passé qui sont les corporations comme fondement de la nation, ce qui renvoie à l'idée qui était celle des nationalistes, qu'il y a en quelque sorte des communautés naturelles détruites par la Révolution française, la famille, la province, la corporation, et qu'il faut reconstituer. C'est un régime d'exclusion. Le 17 juillet 1940, le régime a 7 jours et quelques autres problèmes à régler. Une loi exclut les fils d'étrangers de la fonction publique ou des entreprises de l'État, et c'est comme ça qu'un certain nombre d'ouvriers de l'Arsenal de Toulon, de salariés de l'Arsenal de Toulon, ont perdu leur boulot. L'exclusion, c'est évidemment l'interdiction de la franc-maçonnerie. Les communistes ont remplacé les protestants, c'est donc la répression accrue par rapport aux communistes. Ce sont évidemment les lois raciales, le statut des juifs. Mais ce sont aussi les dénaturalisations. Cette loi de 1927 qui avait accordé trop facilement la nationalité à ceux qui la demandaient, après seulement 3 ans de résidence, eh bien il faut la réviser. Et donc 15 000 Français naturalisés sont dénaturalisés. Parmi eux, il y a 6 000 juifs. 6 000 juifs qui se retrouvent donc dans la catégorie étrangers juifs. Et donc, susceptibles d'être donnés aux nazis en 1942 pour ce que vous savez et que Vichy, vous savez ou ne savez pas, ça n'a aucune importance, puisque ces gens-là n'avaient pas d'importance pour eux, pour le régime de Vichy. Le régime de Vichy, fondamentalement, veut régénérer le pays. Et éventuellement, dans certains éléments de Vichy, le libérer. Éventuellement. Du côté de la résistance, beaucoup de résistants des débuts, écœurés par la République,
ou venant des milieux d'extrême droite, car il y a quelques nationalistes d'extrême droite qui sont tellement anti-allemands qu'ils ne se rallient pas à Vichy. Rejoignent là des gens de gauche, héritiers de la tradition républicaine que j'ai évoquée, ou des antifascistes. Mais pour eux, la priorité, c'est libérer le pays et éventuellement le régénérer, éventuellement le reconstruire. C'est un changement absolument fondamental. Et lorsqu'on suit la trajectoire de ceux qui se sont engagés dans la résistance à leur début, dans la résistance qui est une lutte de libération nationale, on trouve bien des gens qui étaient d'accord avec la Révolution nationale de Vichy, mais qui évidemment inversaient les priorités et pensaient qu'il fallait d'abord libérer le pays. Et l'évolution de ces hommes est absolument symptomatique, significative. Je prends un cas qui est le mieux connu, mais il y en a d'autres. C'est le capitaine d'active Henri Freinet, fondateur du principal mouvement de résistance de zone sud, qui va devenir le mouvement Combat, mais qui s'appelle à l'origine le mouvement de libération nationale. Henri Freinet, au départ, libérer le pays est la priorité, mais pourquoi pas la Révolution nationale? Il écrit dans des textes que l'on a retrouvés, y compris dans le Var, qui a fait quelques scandales. Ça, c'est un autre problème. Mais Henri Freinet, quelques mois après, considérant ce qu'était le régime de Vichy et considérant qu'il avait rejoint dans la résistance, abandonne toute possibilité de se rattacher à des éléments de l'idéologie de Vichy. Et c'est le ralliement à la République, car dès 1941 et 1942, il est évident que la libération nationale est inséparable du rétablissement de la démocratie, et la forme républicaine de la démocratie, ça s'appelle la République. Et le même cheminement est fait à Londres autour du général de Gaulle, extrêmement prudent dans les premiers mois sur les objectifs politiques qu'il fixait à la France libre, parce qu'il était entouré de assez nombreux officiers d'extrême droite, nationalistes, monarchistes, en particulier Leclerc, et qu'il était par conséquent prudent à leur égard. Mais le général de Gaulle, en 1942, c'est lui qui écrit un texte au mouvement de résistance intérieure pour leur confirmer son attachement à la forme démocratique et républicaine, et donc leur dire que la libération du pays ne serait pas dissociable du rétablissement de la démocratie. Et ensuite, nous voyons ces hommes de la résistance évoluer d'ailleurs de ce que j'ai appelé la républicanisation de la résistance, jusqu'à poser la question de ce que serait une libération politique si elle n'était pas suivie de la mise en place de la justice sociale. Et en 1944, c'est le mot socialisme qui est mis à toutes les sauces au sein de la résistance, qui est une espèce de maître mot, évidemment inséparable de libération nationale et de rétablissement de la République. En 1944, en 1945, le nationalisme paraissait disqualifié. Et non seulement le nationalisme paraissait disqualifié, mais en plus, les idées de la résistance envisageaient l'avenir en renouant avec cette tradition issue de la Révolution et du XIXe siècle républicain d'une nation étape dans la construction de l'humanité. Quelques citations, je vais m'arrêter dans peu de temps. Les cahiers de Libération. Libération est un mouvement, c'est le deuxième mouvement le plus important de la zone sud. Numéro 1, septembre 1943. La France, c'est écrit par des gens qui risquent leur peau.
la France seule, est une des formules les plus barbares qu'ait inventé un homme. La paix du monde pose deux problèmes. La solution du premier consiste dans la constitution d'unions ou de fédérations qui permettront aux États voisins, par le territoire ou la civilisation, de supprimer les barrières monétaires, douanières et militaires et de gérer en commun leurs ressources. La solution du second comporte l'établissement d'un tribunal international et de lois internationales qui permettront d'arbitrer les intérêts et de déterminer les éléments communs aux morales et aux lois des fédérations et des unions. Et le texte se termine. La limitation des souverainetés nationales comporte naturellement comme corollaire, cette limitation elle vient de ce que j'ai lu, l'abandon de l'idée impériale ou coloniale. Quant à Henri Freinet, il écrit dans le combat du 12 décembre 1943 « La résistance européenne sera le ciment des unions de demain. Depuis ses origines, le monde marche vers l'unité, telle est la loi supérieure de l'humanité. Les hommes de la résistance européenne seront demain les bâtisseurs de l'Europe nouvelle. Ils veulent avec eux refaire leur pays, puis l'Europe, dans le même esprit que celui de 1789, appliqué maintenant aux nations, liberté, égalité, fraternité, et on mesure par conséquent le chemin accompli par cet homme à travers cette seule citation. Pour terminer, j'ai parlé du passé, je pense que je n'ai fait que parler d'aujourd'hui. Pour terminer, 3 citations. La première, elle vient d'un historien du Moyen-Âge, très bon historien du Moyen-Âge, très médiatisé aujourd'hui, Patrick Boucheron. Nous traversons un moment de régression généralisée où la pensée réactionnaire est en position dominante, même si les nantis de l'hégémonie culturelle qui tiennent aujourd'hui le haut du pavé continuent évidemment à se présenter comme luttant héroïquement contre le conformisme intellectuel. Face à ce poison contemporain que peut l'histoire, elle doit être indisciplinée, refuser tout net toute compromission avec ce projet idéologique qui prétend emprisonner la société dans la nostalgie d'un passé mythifié. La recherche passionnée de l'identité est contraire à l'idée même d'histoire, cette science du changement social. Deuxième citation, je vous dirai le nom après. On peut aimer sa patrie sans haïr les autres. On respecte et on glorifie d'autant plus la France qu'on n'est ni raciste ni xénophobe. L'État républicain a reçu mandat des citoyens pour réaliser l'idéal métaphysique des droits de l'homme et du citoyen. Pourquoi donc, dans ce débat piège sur l'identité nationale, parle-t-on sans cesse des valeurs? Parce que l'on ne veut pas reconnaître que nos valeurs sont celles de la République et sont inscrites dans les constitutions de 1791, 1848, 1946 et 1958. En somme, notre nationalité reste notre meilleur garde-fou contre le nationalisme, ce principe exclusif qui va à l'encontre de notre tradition culturelle faite d'ouverture et d'enrichissement extérieur. L'auteur de ces lignes a mal fini, c'est Michel Noir, qui rappelle quelques souvenirs d'un certain nombre d'entre vous. Il n'empêche que ce que j'ai lu méritait, me semble, d'être. Et la dernière citation, je la tire de Bernanos, l'un des auteurs préférés de certains, qui en connaissait un bout sur le nationalisme, parce qu'il venait de là. La patrie aux patriotes. Alors, la patrie aux patriotes, c'est la patrie aux nationalistes. C'est exactement l'église aux bigots. Cela doit finir par un désastre. À bon entendeur, salut. Monsieur le professeur, merci. Je me lance pour la première, c'est toujours un exercice particulier. Et une nation, c'est aussi délimiter
s'il y a des frontières. Plus près. Et Monsieur Régis Debray, il n'y a pas si longtemps, a dit plein d'excellentes choses de la frontière. Pour lui, c'était un lieu d'échange. Pourquoi pas? Et pour lui, ceux qui veulent tomber les frontières, c'est les banquiers, les idéologies. On voit bien en ce moment avec l'État islamique qui veut se répandre sur une idéologie, les maladies. Alors, la nation, c'est un rempart enfermé dans les frontières, où les frontières sont-elles un moyen de communiquer avec le monde? Je ne suis pas tout à fait en accord avec Régis Debray, dont j'ai apprécié longtemps un certain nombre d'ouvrages, et qui... Plus près. Bon, allez, on va... Donc je disais que je connais le livre en question et je l'ai... Je n'ai pas lu, mais j'en ai lu des extraits, et puis j'ai entendu Régis Debray en parler à diverses reprises. Je disais que j'avais apprécié, que j'appréciais des livres un peu anciens de Régis Debray, que j'appréciais moins, par exemple celui-là. Mais peut-être c'est l'effet du vieillissement qui nous arrive à tous, qui l'a poussé à une position de repli. Régis Debray est un grand esprit paradoxal, qui aime effectivement le paradoxe et penser à contre-courant, et c'est un mérite que je lui reconnais totalement. Faire l'éloge des frontières comme je l'ai entendu le faire me pose quelques problèmes au moment où les nationalistes, dont il n'est pas, proposent précisément de rétablir des frontières et de couper les relations avec une bonne partie du monde. Il y a une espèce de conception chez Debray de la nation un peu essentialiste qui, personnellement, actuellement, me gêne. Et dire c'est les banquiers ou les hommes d'affaires qui ne veulent pas de frontières, c'est facile, c'est un peu des... Je ne vous accuse en rien, vous reprenez ces propos, mais légèrement démagogues. On n'est pas pour les banquiers, c'est sûr. Mais on voit bien que cette mondialisation, qui n'est pas un phénomène nouveau, et qui est un phénomène qui s'est accéléré, dépasse largement les domaines économiques et financiers. On voit bien comment Internet, par exemple, bouscule complètement la notion de frontières, et plus que les manœuvres dangereuses, souvent, de tel ou tel financier ou trader, je suis inquiet des modèles culturels qui transitent de cette façon-là, et vous avez cité le cas de ce que je n'ose pas appeler l'État islamique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, on peut y revenir, mais je crois que ça n'est une bonne illustration. Il est évident que lorsque nous sommes... Le nationalisme est forcément lié à des situations de crise profonde. Crise économique, crise sociale, et je dirais aussi d'un mot un peu suranné, crise morale. C'est quelque chose que l'on n'emploie plus aujourd'hui pour diverses raisons, et on a tort. Le nationalisme de la fin du XIXe siècle correspond à ce qu'on appelle la Grande Dépression économique, et puis à un début de mondialisation qui est lié, ça paraît un peu bébête, mais au chemin de fer, comme si les chemins de fer, mais oui. L'entre-deux-guerres, la montée du nationalisme des années 30 est liée à une situation de crise morale et politique absolument profonde. Nous sommes actuellement dans un moment de crise. Face à ces moments de crise et face à ce monde qui est complètement bouleversé et qui a de quoi inquiéter, effectivement, la tentation naturelle, surtout lorsqu'on prend de l'âge, ce qui est mon cas, c'est de se replier derrière des murs illusoires.
parlé de la nation vue en France. Est-ce que vous pensez que les propos que vous avez eus, les contradictions, les échanges que vous avez eus, se retrouvent auprès des Américains, des Anglo-Saxons en général, auprès des Africains, anciens colonisés ou non colonisés comme l'Éthiopie, en Amérique du Sud, anciens colonisés. Je parlerai de la nation indienne, simplement, je ne parlerai pas des autres en Asie. Quelle est l'idée chez eux? Qu'est-ce qui se passe chez eux? Ont-ils les réflexions que vous avez eues aujourd'hui? Maintenant. Le micro, ouais, on n'entend pas. Quand j'étais en amphi... Ça y est, ça marche. Ça marche, c'est Non, ça moi. ne marche plus. Ça marche un peu. Oui. Bon, on va essayer. Bon, est-ce que ça marche? C'est pas possible. Non, c'est moi qui le tiens bien. Je sens que c'est moi. Bien. Alors, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les situations, mais effectivement, tous les cas de figure se retrouvent. Un cas de figure que vous avez, c'est le Royaume-Uni. Il y a des amateurs de rugby ici. Il y a bien un tournoi des 5 nations. 6. Oui, 6 nations maintenant. Mais vous voyez pourquoi. Vous voyez, c'est là qu'on se rend compte qu'on est. Mais les 6 nations, les 5 nations, dans ces 5 ou 6 nations, il y a le pays de Galles, il y a l'Écosse et il y a l'Angleterre. Il est évident que là, et l'Irlande, c'est un peu, je le mets un peu de côté, parce que l'Irlande, vous savez que l'équipe d'Irlande est composée aussi bien de joueurs de la République d'Irlande que du territoire de l'Ulster. Donc c'est pour ça que je ne l'avais pas oublié, mais je l'avais laissé de côté pour ça, c'est un cas encore plus compliqué. Mais vous voyez bien que la conception britannique de la nation n'a d'ailleurs pas grand-chose à voir avec la nôtre. Il n'y a pas de carte d'identité au Royaume-Uni. Et lorsque l'Écosse réclame son indépendance, quel que soit ce qu'on pense de ce mouvement, ce n'est pas tout à fait comme si la Bretagne réclamait son indépendance. La nation écossaise est une nation unie sous une même couronne à d'autres nations qui sont l'Angleterre et le pays de Galles. Donc, déjà là, nous avons un cas de figure tout à fait particulier. En ce qui concerne les nouveaux, et d'ailleurs, entre nous soit dit, je connais moins le cas de l'Union indienne, la plus grande démocratie du monde, comme il est affiché à la frontière, notamment face au Pakistan, d'ailleurs, entre nous soit dit. Rappelez la définition de Mousset, on est une nation surtout contre les autres, par animosité avec les autres. C'est réciproque entre le Pakistan et l'Inde. Le cas indien, c'est un peu la reprise de la conception britannique de la nation, et on voit bien tous les problèmes que pose l'hindouisation, c'est-à-dire qui est portée par le mouvement du président actuel de la République indienne, et qui essaye de faire reposer, d'homogénéiser la nation indienne sur une base religieuse. Le cas de pays d'Amérique latine, des pays en général d'Amérique latine à l'origine, et de certaines jeunes nations africaines, relève plutôt, à l'origine en tout cas, de la conception française de la nation. Pour avoir, dans les fonctions qu'Alain a rappelées, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de parler, de travailler avec des africanistes. Et évidemment, question naïve de la part d'un non-africaniste, je leur disais, mais finalement, ces frontières des États d'Afrique, notamment des États de l'ancien empire colonial français, nous le savons, elles sont totalement artificielles. À quoi ça rime? Pourquoi les atomes bâtis bâtit ces nations sur ces bases? Et mes collègues africanistes me disaient, mais il faut laisser le temps au temps, ce qui n'était pas faux. La nation française, même la nation française supposait très bien, j'ai essayé de vous faire comprendre qu'il avait fallu à peu près un siècle pour que l'on en arrive à ce que nous paraissons ce qui nous semble beaucoup plus vieux. Et il me disait, mais ils sont en train de bâtir une nation
Et il serait beaucoup plus dangereux de remettre les frontières en cause, parce qu'à ce moment-là, c'est ouvrir la boîte de Pandore, et c'est ouvrir la boîte de Pandore qui a été ouverte par le traité de Versailles et les traités qui l'ont accompagné en Europe de 1918. C'est-à-dire, si vous remettez en cause des frontières, certes artificielles, mais y a-t-il des frontières naturelles, soit dit, eh bien alors, vous appliquez le principe ethnico-culturel. C'est difficile en Europe. Je vous laisse penser ce que ce serait en Afrique. D'ailleurs, on le voit, avec le cas du Soudan Sud, séparé pour des raisons fort compréhensibles du Soudan, et qui, à peine indépendant, cette pseudo-nation sans État se déchire entre les deux ennemis dominants. Des repères chronologiques sur la naissance des mots. On a envie de vous inviter à prolonger et du coup avoir cette nation d'abord naître et puis cette passion, chemin vers l'humanité. On se disait, mais finalement, quand est-ce que sont nés les mots d'usage, justement, de mondialisation, de globalisation, même de planète, puisque aujourd'hui on est sur la 21. Et je trouvais que dans ces citations sur la nationalité rempart du nationalisme, ou même un peu de patriotisme rapproche, éloigne de l'international, beaucoup y rapproche, je trouvais un écho à quelque chose d'aujourd'hui qui est cette relation du local au global avec le problème de la globalisation, où il y a des questions globales, les réponses peuvent être locales. Il me semblait qu'il y avait une résonance sur cette réalité. Bon, je ne peux pas vous répondre grand-chose, vous avez donné la réponse. Il est évident que ce mouvement de globalisation entraîne des réactions diverses, et notamment des réactions de repli, et en particulier dans des continents, et en Europe, qui sont des continents qui démographiquement sont en déclin, démographique, réel, et qui, de toute façon, subissent un extraordinaire rééquilibrage du monde. J'appartiens à une génération qui se souvient, dans les années 70, d'avoir lu Le pillage du tiers-monde. Et un certain nombre de travaux qui nous disaient déjà que nos nations riches vivaient sur un tel pied que le reste du monde ne pourrait jamais atteindre ce niveau si nous ne réduisions pas nos propres consommations. Je ne suis pas un adepte de la décroissance, là, hein, mais je constate que déjà, depuis longtemps, on savait bien qu'à partir du moment où un certain nombre de processus, qui ne sont pas ceux forcément que nous souhaiterions, sont en œuvre, un rééquilibrage des richesses se produit. C'est ce qui est en train de se faire, et dans des conditions qui ne nous emballent pas, j'imagine, les uns et les autres, mais c'est ce qui se produit fondamentalement. Face à ce mouvement, que faire? Le plus simple et le plus facile, c'est certainement le repli et ériger des murs. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution. J'ai une question éventuellement. Le nationalisme s'appuie sur la dénationalisation. Que pensez-vous aujourd'hui? L'état d'urgence en France, il est question, c'est pas encore voté d'une manière formelle, il est question de sortir, d'enlever la nationalité pour les Français, de
première génération. Pas de première génération. Pas de première. Non, oui, mais après, il y a la double nationalité, c'est une chose, et il est question maintenant sur les Français. Non, Alors, Attends, laisse-le répondre. non, c'est pas la première génération. D'abord, le respect des libertés est quelque chose de fondamental et la situation particulière et normale, me semble-t-il, qu'un État prenne des mesures particulières à condition de ne pas s'emballer sur des mesures exclusivement policières ou administratives. Et là, c'est l'historien de la période de Vichy en particulier et de la Troisième République finissante qui parle. J'ai été scandalisé que des hommes politiques inconséquents et démagogues osent évoquer l'idée de camp d'internement. C'est encore autre chose, mais on est un petit peu dans cette même façon de répondre un peu précipitamment, et parce qu'il y a une demande et une peur de l'opinion, dont le pouvoir politique est obligé de répondre. Alors, simplement, le garde-fou judiciaire, même si on peut trouver la justice lente, c'est un garde-fou indispensable. Et je vous fais remarquer, par rapport à tous ceux qui pensent que l'Union européenne, c'est l'abomination des abominations, que heureusement qu'il y a un droit européen, car peut-être un jour, c'est lui qui protégera nos libertés. Oui, ça j'en suis sûr. Je cite le président de la République dans la déclaration qu'il a faite devant le Parlement réuni le 16 novembre devant les chambres. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride, ce qui était la situation dans laquelle s'étaient trouvés les gens rejetés de toute nationalité dans l'entre-deux-guerres. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme, même s'il est né français, je dis bien même s'il est né français, c'est le président qui l'a dit, dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité. C'est donc, alors on peut discuter, je veux dire, et on peut s'inquiéter toujours des applications, ça c'est tout à fait légitime. Mais tel que c'est présenté là, très franchement, ça ne me scandalise pas. La République a toujours été critiquée par ceux qui voulaient un État fort, mais la République à laquelle je pense en tout cas, n'a jamais fait preuve de beaucoup de faiblesse, et parfois elle a fait quelques excès, dans des situations de crise. On est là, me semble-t-il, dans une réponse, pour le moment républicaine, à une situation qui est évidemment une situation particulière, mais j'admets que ça puisse se prêter à discussion, c'est évident. Moi, je vais te poser une question. La première, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que finalement, si Vichy a pu s'installer aussi facilement, c'est quand même que les esprits y étaient préparés. Je ne sais pas. En tout cas, je vais te poser ça sous forme de question. Allez, au lieu de le faire présenter comme une affirmation. Deuxième chose, c'est, bon, si j'ai bien compris ce que tu nous as dit, c'est que la nation éternelle, ça n'existe pas, que c'est considéré comme un projet, comme un processus en marche. Et moi, cette idée de projet et de processus en marche, il me semble que ça devrait nous passionner bien davantage qu'un retour en arrière. Alors, ça c'est la première chose. Et ensuite, je me demande si la gauche n'a pas abandonné à la droite et la droite à l'extrême droite un projet qu'on pourrait appeler national. Et je me demande si ce projet pourrait être européen. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de penser que ça va se dessiner de ce côté-là? Ou est-ce que moi je pense que c'est vers là qu'on va aller, mais l'historien peut-être pourrait... je sais pas, des historiens du temps présent pourraient poser la question. L'historien même du temps présent, pour l'historien du temps présent, l'histoire va jusqu'à aujourd'hui. Mais elle ne va pas après. Oui. C'est-à-dire que nous avons déjà assez de mal à décrypter le passé sans jouer à Madame Soleil. Non, alors, un point sur Vichy. Tu as raison et tort, si je peux me permettre.
là, on ne peut pas, dans l'installation du régime de Vichy, sous-estimer l'impact effroyable, le choc effroyable de la défaite, de l'exode et cette espèce de désintégration de la nation. Il y a là un événement qui est un événement de traumatisme majeur et qui ouvre les portes du pouvoir à ceux qui entourent le maréchal Pétain. Mais il est vrai qu'il y a bien une imprégnation nationaliste plus que fasciste en France depuis la fin du XIXe siècle, réactivée dans les années 30 à travers les ligues d'extrême droite et en même temps, il faut le dire, et ça nous rapprochera et de ta question et de la situation que nous connaissons, une imprégnation des thèses de l'extrême droite dans une grande partie du corps politique français de ce moment-là, et donc de l'opinion. Que la gauche et la droite aient abandonné toute vision un peu haute qui nous fasse sortir de la médiocrité boutiquière dans laquelle nous sommes, que leur leader ait été incapable de fournir un idéal, ça me paraît une évidence. Et on le voit bien par rapport au projet européen. Il y a là un déficit de pensée sur l'Europe depuis... Alors là aussi on peut critiquer, j'ai jamais été un mitterrandien enthousiaste, mais je crois que depuis Mitterrand, il y a, de ce point de vue-là, un grand recul, même si on peut reprocher aussi sur ce plan beaucoup de choses à Mitterrand. Il y a là, effectivement, une situation dont les leaders politiques sont largement responsables. Ce qui va suivre, je n'en sais rien. Peut-être qu'il y aura un électrochoc. Moi, je l'espérais après les attentats de Charlie Hebdo. J'avais été absolument étonné, intéressé par cette espèce de mobilisation qui, même si elle drainait des foules diverses, ne respirait pas la haine, mais respirait la cohésion et la volonté de réagir. Depuis, les choses se sont un petit peu effilochées. Qu'est-ce qui sortira des événements et qu'est-ce qui sortira des projections, des résultats politiques à venir? Nous n'en savons rien. Je me considère toujours comme un homme de gauche, donc je suis optimiste, par raison. Par raison. Sinon, alors, effectivement, je me replie derrière ma frontière ou le mur de mon jardin et je fais comme les autres, je cultive mes haricots. Jean-Marie, merci pour cette conférence formidable. Et nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de grains à moudre. Et puis, il va se passer plein de choses dans les jours qui viennent. Je vous donne rendez-vous en début janvier. Je pense que la situation sera un petit peu différente dans le Var. Et puis pour finir, je voulais vous faire une citation du philosophe Schopenhauer, qui n'était pas d'un optimisme démesuré. Il a déclaré en son temps que la vérole et le nationalisme étaient les deux maux de son siècle, et que si l'on avait guéri depuis longtemps le premier, le deuxième restait incurable. Voilà. Merci.